Je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée. C'était le 18 novembre 2013. Je me suis retrouvé tout seul sur une scène dans un théâtre parisien en face de trois des plus grands entrepreneurs français, Marc Simoncini, Xavier Niel, Jacques-Antoine Grandjean, respectivement anciens patrons de Mythique, de Free et de vente privée. Et j'avais 1 minute 60 secondes précisément pour leur pitcher un projet d'entreprise. J'arrive sur scène, je stresse, j'ai des gouttes de sueur qui perlent sur mon front. Il y a le texte qui devient un peu confus dans ma tête, je sais plus ce qu'il faut que je dise. Je prends une grande inspiration et je me lance. Alors pour lutter contre le vol de smartphones aujourd'hui, il existe une solution, ce sont les assurances mobiles. Et pendant 30 secondes, je fais mon pitch, ça se passe bien et on gagne le concours. Ce concours, c'était quoi? C'était un concours de start-up qui visait à financer à hauteur de 25 000 €, 101 projets, c'était d'ailleurs le nom du concours, 101 projets de jeunes de moins de 25 ans. Et on s'était réunis avec 4 potes d'école de commerce pour monter un projet d'entreprise qui consistait à vendre un appareil qui était en fait une alarme anti-vol pour smartphone. Alors, c'était une bonne idée, c'était sympa, ça a plu au jury, on a gagné ce concours. Et du coup, je me suis retrouvé exactement 1 an plus tard, le 24 novembre 2014, cette fois-ci, à pitcher devant un jury dans l'université Dauphine à Paris, devant un parterre d'élèves qui m'écoutaient avec des grands yeux. Cette fois, pendant 5 minutes, pitcher notre projet d'entreprise. Pareil, j'arrive sur scène, je suis un peu stressé, je me dis putain si je me plante, si j'oublie. En plus, il y avait que des mecs et des filles de mon âge dans la salle, donc tu sais, ça te fait toujours un petit peu la pression. Et ça s'est très bien passé. On a encore une fois gagné le concours et ça nous a conforté sur l'idée que notre entreprise c'était une bonne idée. Et pourtant 2 ans plus tard, donc il y a quelques mois seulement, on s'est retrouvés tous les 5 pour signer les papiers de dissolution de la boîte. Pourquoi? Parce que en 3 ans, on avait eu un beau projet, une belle idée, on l'avait porté, on avait gagné et pourtant on l'a jamais lancé, on n'a jamais rien fait. Et l'échec dont je voulais te parler, c'est celui-là, c'est l'échec de cette entreprise. Et cet échec, il a été douloureux, cet échec, il a été long, difficile, mais cet échec, il a été profondément nécessaire. Cet échec, j'en ai retenu 3 choses. La première chose, c'est que 5 personnes inexpérimentées et qui ont la même formation sont pas forcément les mieux placées pour cofonder une start-up. Pourquoi? Parce que l'idéal quand tu cofondes une start-up à plusieurs, c'est de trouver des gens qui ont des compétences complémentaires. Nous, on sortait tous de la même école, on n'avait pas des compétences complémentaires. La deuxième chose que j'en ai retenue, c'est que c'est toujours mieux de commencer par ses compétences, commencer par ce qu'on sait faire déjà. Nous, on était à 5 en train d'essayer de créer un produit qu'on ne pouvait même pas comprendre parce que techniquement, on n'était pas à la hauteur, on n'était pas ingénieur, on ne pouvait pas comprendre comment ça marchait. Et donc, c'est très difficile de concevoir un produit, même en faisant appel à des prestataires externes qu'on comprend absolument pas. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile et il y a peu de créateurs de start-up qui y arrivent. Les créateurs de start-up qui y arrivent le mieux, c'est souvent ceux qui partent des compétences qu'ils ont déjà. Parfois, c'est des ingénieurs, parfois, c'est des mécaniciens, parfois, ils ont une compétence technique qui les aide à créer leur, finalement, produit minimum viable. La troisième leçon que j'en ai tirée, c'est quelque chose de profondément personnel qui s'applique absolument qu'à moi. C'est que je travaille mieux seul. C'est-à-dire que toutes les expériences que j'ai pu faire, et j'ai pu beaucoup l'expérimenter en école de commerce, on avait beaucoup de projets en groupe, c'est que je déteste travailler en groupe, je suis pas bon quand on travaille en groupe, c'est-à-dire que soit je fous rien, soit je commande tout le monde, mais j'arrive pas à prendre ma place et à partager les responsabilités. C'est quelque chose dans lequel je suis juste mauvais. Voilà, ça c'est comme hier, c'est-à-dire qu'en ce moment il y a, c'est quoi? Voilà, merci. Et finalement, si tu remarques un truc, c'est que ces 3 leçons, c'est véritablement ce qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube, je fais des vidéos, je vends des formations et c'est comme ça que je gagne ma vie. Enfin, tu connais mon business model. Aujourd'hui, ça me permet de bien gagner ma vie, ça me permet d'être libre, ça me permet d'avoir designé finalement la vie qui me plaît vraiment et c'est dont je te parle aussi de tous les jours, devenir indépendant. Alors c'est peut-être pas la création d'une grosse start-up, d'une grosse boîte, c'est peut-être pas, voilà, je suis pas le Steve Jobs, tu vois, mais au moins j'ai créé quelque chose qui me correspond. J'ai créé quelque chose finalement qui a un bon point de départ pour peut-être plus tard créer une vraie start-up, mais au moins prendre mon autonomie le plus vite possible. Ce que j'aurais pas pu faire si j'avais continué sur cette idée de start-up. Donc ce que j'ai aujourd'hui, je le dois en grande partie à cet échec. Et c'est ça le message de cette vidéo. C'est que l'échec, oui c'est horrible. L'échec, oui, c'est douloureux. Je vais pas te dire que l'échec c'est cool et qu'il faut danser et qu'il faut être heureux à chaque fois qu'on se plante royalement. C'est jamais agréable d'échouer. C'est jamais agréable d'être montré du doigt par tout le monde. Surtout quand tu as investi des gens dans ton projet. Surtout quand on en as parlé autour de toi. Et qu'il y a des gens chaque semaine qui te demandent « Bah alors, c'en est où ton projet ?» Bon bah on a signé la dissolution, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est jamais agréable d'être un perdant. Mais c'est profondément nécessaire. Je vais même aller plus loin, c'est que l'échec,
il a une fonction. La fonction, c'est d'améliorer ton système. Et je vais te donner 3 exemples concrets issus de la réalité. Le premier exemple, c'est les hackers. Souvent, on a l'impression que les hackers, c'est un peu des petits génies du code qui vont te créer un code pirate qui va pirater ton ordinateur. Alors, c'est vrai, il y en a certains qui font ça, mais la plupart des hackers, ce qu'ils font, c'est idiot, c'est débile et c'est profondément efficace, c'est deviner ton mot de passe. Deviner ton mot de passe. C'est la plupart des gens qui disent ouais, je me suis fait hacker machin, et s'imaginent un hacker russe dans sa chambre qui a hacké le code source de Facebook. C'est pas ça qui s'est passé. Tu t'es fait hacker parce que ton mot de passe était le nom de ton chien et c'est un mot de passe pourri. C'est ça la vérité. Et très souvent, le boulot des hackers, c'est d'utiliser des logiciels qui vont tester tous les mots de passe les plus évidents. Ta date de naissance, ton chien plus ta date de naissance, etc. Pourquoi ces logiciels sont puissants? Parce qu'ils se basent sur des statistiques. On sait statistiquement quels sont les mots de passe les plus utilisés et ils vont essayer toutes les combinaisons possibles. Et comment ils vont trouver le bon mot de passe? Non pas par la magie du Saint-Esprit, mais en essayant toutes les mauvaises combinaisons, en essayant tous les échecs finalement. Et c'est toute la succession d'échecs qui va leur permettre d'isoler la solution. C'est exactement pareil chez les chercheurs qui cherchent un vaccin par exemple. On ne trouve pas un vaccin par hasard. Et pourtant, il y a quand même un peu de hasard. Parce que pour trouver un vaccin, très souvent, on teste énormément de combinaisons possibles. Le but, c'est quoi? C'est pas de trouver le vaccin en réfléchissant face à un tableau noir. Le but, c'est de trouver le vaccin en supprimant toutes les possibilités. Le but, c'est de trouver le vaccin en isolant la solution. Et enfin, et c'est peut-être ce qui va le plus te parler, c'est l'exemple de l'aviation civile. À chaque fois qu'il y a un crash d'avion, c'est dramatique, on pleure, on en parle aux infos, tout le monde en parle. Mais à chaque fois qu'il y a un crash d'avion, ce dont on parle moins, c'est que derrière, il y a une enquête qui est faite systématiquement. Une enquête extrêmement rigoureuse pour identifier quelle est la cause précise de ce crash. C'est exactement pour ça qu'on a mis en place des boîtes noires dans les avions. Ces boîtes qui servent à non seulement enregistrer les conversations du pilote, mais aussi enregistrer toutes les commandes. Et pourquoi c'est si important de retrouver ces boîtes noires? C'est parce que la fonction même de ces boîtes noires, c'est d'analyser l'échec et d'analyser les causes de l'échec. Et chaque échec en aviation est utile pour la sécurité de nos vols aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu voles dans un avion et que tu te sens en sécurité et que tu sais que tu as très peu de chances qu'il t'arrive quelque chose ou que l'avion se crache, c'est grâce à tous les avions qui sont crashés avant le tien. C'est terrible de dire ça, mais c'est la vérité. Tous les gens qui sont morts dans un accident d'avion ont participé à la sécurité de l'aviation civile aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un crash d'avion, à chaque fois qu'il y a un problème, on va analyser toutes les causes de l'échec, on va identifier la cause, on va l'isoler et on va faire en sorte que ça ne puisse pas se reproduire par des nouvelles mesures. On va améliorer le système existant. Alors évidemment, les petits échecs qu'on peut rentrer nous au quotidien, ils ne sont pas comparables à un crash d'avion. Souvent, on n'en meurt pas. Et c'est pour ça qu'il faut davantage les accepter. Il faut davantage les embrasser et même parfois, il faut davantage les provoquer. Parce que souvent, il y a des choses qu'on peut apprendre que par un échec. Moi, il y a tellement de choses que j'ai appris, notamment dans mon business, mais aussi dans ma vie, par des échecs. Et je pense que si j'avais pas connu ces échecs, je les aurais pas appris. Et le vrai problème, quand on a que des succès, quand on connaît pas d'échecs, notamment parfois au début d'une boîte où tout fonctionne bien, c'est qu'on peut avoir un excès de confiance. C'est qu'on va se dire, ok, je suis le meilleur, il peut m'arriver que des trucs bien. Et c'est souvent dans ce moment-là qu'on met tout en péril et qu'on perd tout. C'est dans l'excès de confiance. Et l'avantage d'avoir des échecs retentissants de temps en temps, aussi horribles, aussi douloureux que ça peut être, c'est que ça te permet de rester à ta place, ça te permet de te rappeler que ce que tu as, c'est pas éternel, te rappeler que tu peux échouer, te rappeler que tu n'as pas une immunité divine. Et au lieu de se lamenter quand ça t'arrive, ça sert à rien de se lamenter. Ok, c'est sympa, ça fait du bien d'aller au comptoir, boire une bière et de discuter du mauvais sort qui nous tombe dessus. Mais ça sert pas à grand chose. Au lieu de se lamenter, ce qu'on peut faire quand on a un échec, c'est de travailler sur l'identification et l'isolation du vrai problème. Et je parle bien du vrai problème. Et souvent, plus l'échec est douloureux, plus on parvient à trouver ce vrai problème. Par exemple, l'échec de ma boîte, le problème qu'on aurait pu se dire, c'est oui, le marché n'était pas prêt, on n'a pas eu les bons financements. Ça, c'est des faux problèmes. Le vrai problème, c'est juste que nous, on n'était pas prêts, que c'était pas adapté pour nous et que c'était pas le bon moment pour nous. Le vrai problème, il venait de nous, il était interne, il n'était pas externe. Et souvent, plus l'échec est douloureux, plus tu t'en prends plein la gueule pendant un échec, plus tu vas être prêt à te mettre en face de la glace et à dire ok, c'est ça le vrai problème, aussi douloureux qu'il soit à affronter. Et c'est pas forcément des questions que tu vas te poser si tu connais pas d'échecs douloureux. Donc la solution, elle est simple, c'est à partir de tes échecs, travailler dessus, identifier la cause profonde de l'échec, le vrai problème et construire à partir de ça ta solution. Et j'ai mis en place il y a quelques jours un nouveau produit qui va remplacer en fait les formations sur ma chaîne qui s'appelle le Maker Club. C'est un club qui réunit les gens qui
qui ont envie d'apprendre toutes les semaines. C'est aussi simple que ça, qui ont envie de construire leur indépendance, construire leur liberté, qui sont intéressés par les thématiques dont je parle sur cette chaîne parce que je vais beaucoup plus loin dans ces plans d'action. Tu en as un chaque mardi en t'abonnant au Maker Club. Tu auras aussi accès à un groupe Facebook qui est réservé aux membres pour pouvoir échanger, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir faire plein de trucs. Tout ça pour l'équivalent d'un café par jour. Donc si aujourd'hui tu bois du café, t'arrêtes ton café, tu prends le Maker Club, je t'assure que tu vas apprendre beaucoup plus de choses. C'est un abonnement qui est bien sûr sans engagement, qui est garanti 30 jours satisfait ou remboursé sur simple demande. Donc tu prends aucun risque et vous êtes déjà plus de 40 makers à avoir rejoint le groupe à l'heure où je fais cette vidéo. Ça fait seulement 3 jours qu'il est en ligne, donc c'est énorme. Merci à tous. Et puis si tu n'as pas encore rejoint, tu peux aller voir encore une fois. Tu prends aucun risque, puis si ça te plaît pas, tu demandes un remboursement, tu l'obtiens. Et puis nous on se retrouve dans le Maker Club et très vite pour la prochaine vidéo. Tu vois là je recarbure sur la vidéo. Je vais bientôt partir en voyage, je vais te raconter tout ça. À très vite et reste libre.